Vous regardez Période d'essai, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui écrivent le monde de la recherche. Et j'ai le plaisir de recevoir Morgan Poggioli, qui est chercheur en histoire contemporaine. Il est l'auteur de L'affaire Muller, politiser les corps brisés. C'est publié aux éditions de l'Atelier. Morgan, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes lignes de l'affaire Muller et ensuite nous dire ce qui vous a donné envie de vous y plonger ? Alors l'affaire Muller, c'est une histoire initialement criminelle, c'est un fait divers d'un jeune ouvrier mutilé du travail qui, le 14 février 1922, abat le chef du contentieux de son entreprise, qui était la Compagnie Générale d'Électricité, suite à l'arrêt de son demi-salaire, ce qui était l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui son arrêt de travail, et de son basculement vers une rente d'invalidité extrêmement faible, l'équivalent de 1 700 € actuels à l'année. Et donc ce fait divers fait la une de tous les journaux parce que déjà c'est un mutilé, il y a un côté un peu sensationnel, et va basculer assez rapidement dans une question on va dire à dimension plus sociale, sur la question de la place et de la condition des mutilés du travail dans la France de l'entre-deux-guerres. Et qu'est-ce qui, vous a donné envie de vous plonger dans cette affaire Muller ? Alors, initialement, c'est par hasard que je suis tombé dessus, c'est en faisant d'autres recherches où je travaillais sur les brochures syndicales de l'entre-deux-guerres, où je suis tombé sur une brochure qui s'appelait justement « À propos de l'affaire Muller », et c'est parce qu'elle n'était pas datée que j'ai voulu essayer de savoir à quelle affaire Muller elle se référait, et que je suis tombé sur... après moult recherches quand même, sur un article, je crois que ça s'appelait le crime du Manchot. Et quand j'ai réussi à trouver le nom de Marcel Muller et que j'ai refait ma recherche à partir de Marcel Muller et que j'ai vu qu'il y avait encore des centaines d'articles, que je me suis dit qu'il y avait apparemment une grosse affaire. Et vu que ça mêlait aussi la question sociale, puisque je suis un historien du social au départ, ça a matché en quelque sorte. Et alors, l'affaire Muller, elle est quand même relativement peu connue aujourd'hui, sauf si je me trompe, mais qu'est-ce qui peut expliquer cet oubli ? Alors cet oubli, je pense qu'il est dû principalement, alors je ne veux pas tout dévoiler du livre, mais il est dû à la fin dramatique de Marcel Muller, qui fait que sa mémoire a été ostracisée en quelque sorte à la suite d'un deuxième événement dramatique. Alors, l'ouvrage, il replace ce fait divers énorme dans un contexte social, économique et politique bien précis. Est-ce qu'on peut rappeler ce contexte rapidement ? La France de 1922, c'est d'abord une France qui est meurtrie par le bilan humain de la Première Guerre mondiale. Évidemment, donc 1 400 000 morts, 3,5 millions de blessés, dont plus d'1 million de mutilés et d'invalides de guerre. Et ce bilan humain, et en particulier sur les invalides de guerre, va changer, va modifier en tout cas le regard de la société, plus globalement sur celle du handicap, ce qui va bénéficier en quelque sorte aux mutilés du travail et donc à l'affaire Muller. C'est aussi une France qui est en plein développement économique, après sa reconversion de l'économie de guerre à une économie, on va dire, normale. C'est d'ailleurs une des croissances économiques européennes qui est la plus rapide jusqu'en 1929. Et puis, c'est aussi une France qui est un peu chahutée, entre guillemets, par les nouvelles idéologies, que ce soit le fascisme en Italie, le communisme en Union soviétique. Et puis aussi une France qui, suite au gouvernement d'Union sacrée, et dans le cadre d'une économie de guerre dirigée, et qui avait mis en place les premières conventions collectives, etc., c'est une France qui est aussi en demande de protection et d'intervention de l'État, qui fait que voilà, ces différents aspects vont se conjuguer en quelque sorte pour faire de l'affaire Muller une affaire un peu symbolique ou symptomatique de cette France de l'immédiate après-guerre. Et alors, vous nous dites que on a appréhendé ces soldats qui étaient mutilés et que ça a bénéficié donc aux mutilés du travail. Est-ce que c'est parce qu'on considérait que être soldat c'était un travail, ou alors c'est vraiment l'aspect mutilation qui a... Alors non, ce qu'il faut dire, c'est que les mutilés de guerre ont obtenu très rapidement des rentes, alors sans être mirobolantes, mais en tout cas, on va dire plus favorables que celles qui étaient attribuées aux mutilés du travail, qui ont obtenu des emplois réservés, des écoles de rééducation professionnelle. Donc il y a eu tout un traitement de la nation reconnaissante envers ces soldats.
Et le mouvement ouvrier, globalement, va, en quelque sorte, orienter ce qu'on pourrait appeler les devoirs de la nation envers ses défenseurs, de la dette nationale, en quelque sorte, à la dette sociale. C'est-à-dire que les mutilés du travail qui participent à la production nationale devraient eux aussi avoir droit à des formes de protection de la part de l'État, comme les poilus de 14-18 en ont eu après-guerre. Alors, si je reviens sur l'affaire Morgan, à quel moment est-ce qu'on bascule du simple fait divers à une affaire qui prend une dimension publique et politique? Assez rapidement, en réalité. En moins d'une semaine, c'est-à-dire que les 2-3 premiers jours, c'est clairement l'aspect un peu sensationnel du fait divers, un manchot donc qui tue son responsable, mais qui blesse également en plus 2 policiers lors de son arrestation. Donc on a vraiment quelque chose d'un peu de spectaculaire, avec un profil de criminel totalement atypique. Donc les 2-3 premiers jours, c'est vraiment le côté sensationnel de l'affaire qui fait d'elle un fait divers national. Et puis à partir de 4-5 jours, il y a la dimension sociale qui commence à apparaître. On le retrouve d'ailleurs dans l'un des éditos de Clément Vautel, qui est un grand journaliste et qui fait un édito dans le journal, qui est ce qu'on appelle les 4 millionnaires. C'était les journaux qui tiraient à plus d'1 million d'exemplaires, et qui, dans son édito du 18, commence à s'inquiéter de recevoir des courriers de lecteurs et qui disent que, au vu de la pension qui était attribuée à Marcel Muller, il avait plus ou moins bien fait de se venger. Et alors lui, il s'en offusque, mais on voit bien que là, déjà, et on est le 18, c'est-à-dire 4 jours après le fait divers, que la question sociale apparaît. On retrouve d'autres traces dans Le Peuple aussi, dans le journal des lecteurs, d'un mutilé du travail qui explique que derrière le côté un peu, encore une fois, sensationnel, se cachent des réalités sociales extrêmement compliquées pour les mutilés du travail qui bénéficient de rentes, on pourrait dire indigentes, clairement. Donc finalement, ce ne sont pas les médias qui ont souligné cette dimension-là, ce sont plus les lecteurs et le public. Alors, on va dire que la presse grand tirage s'intéresse très très peu à la question sociale. C'est plutôt les journaux militants du mouvement ouvrier, qu'ils soient politiques ou syndicaux. On a l'Humanité qui fait toute une série d'articles très rapidement derrière sur la condition des mutilés du travail. On a Le Peuple, le journal de la CGT, qui met le surlendemain en une l'interview de la mère de Marcel Muller, qui explique que son fils a agi en désespéré, que c'est plus un geste de désespoir. Enfin, c'est une vengeance, mais c'est aussi un geste de désespoir. On a Le Populaire, on a La Lanterne, le journal du Parti radical. Donc on va dire que, mais c'est de la presse militante qui tire à quelques dizaines de milliers d'exemplaires face, encore une fois, aux grands journaux de la presse quotidienne qui, eux, tirent à plusieurs centaines de milliers, voire 1 million. Et donc c'est à la fois, effectivement, les lecteurs, les Français, mais il y a quand même une partie de la presse qui soulève ces questions sociales à travers l'affaire Muller. Et qu'ils ont saisi rapidement. Il y a un extrait du livre que je me permets de lire, Morgan. Donc, Luigi Mangione, âgé de 26 ans, est soupçonné d'avoir abattu le 4 décembre 2024 au petit matin, en plein centre de Manhattan, Brian Thompson, PDG de United Healthcare, la plus importante compagnie privée d'assurance américaine avec 51 millions d'assurés et 550 milliards de dollars en valorisation boursière. Certes, ici, ce n'est pas la loi française, mais le système de santé américain qui est en cause. Pourtant, à 1 siècle d'intervalle et un océan Atlantique de distance, de nombreux rapprochements peuvent être faits entre l'affaire Mangione et l'affaire Muller. Donc vous établissez un parallèle assez clair entre deux affaires qui sont très éloignées dans le temps comme dans l'espace. Qu'est-ce qui rend cette comparaison pertinente malgré cet éloignement ? Alors, pour tout dire, quand l'affaire Mangione éclate en décembre 2024, j'ai pas fini d'écrire le livre. Et d'ailleurs, j'ai pas de conclusion encore. Et quand l'affaire Mangione éclate et que je m'intéresse à cette affaire, c'est là que je me dis, mais en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez frappantes. Alors, effectivement, on est à 1 siècle d'écart, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 1922, il n'y a pas de sécurité sociale encore en France, et que le système assurantiel, pour ce qui relève des mutilés du travail, relève du domaine privé.
C'est-à-dire que c'est des assurances privées qui gèrent les pensions des mutilés du travail. Or, Marcel Muller est victime, en quelque sorte, d'une procédure de contentieux visant à réduire son indemnisation, c'est-à-dire d'arrêter son demi-salaire, alors même que l'opération suite à son amputation n'est toujours pas cicatrisée, pour lui verser une rente d'invalidité beaucoup plus modeste. Et Mangione, lui, a priori, on va attendre quand même que les deux procès d'ailleurs aient lieu avant de pouvoir... critique en tout cas le système libéral américain et dénonce les fameux 3D, delay, deny, defend, retarder, dénier et défendre, et qui sont finalement les procédures un peu en cours dans le système américain pour que les assurances privées réduisent elles aussi leur remboursement. Et finalement, Marcel Muller est victime des mêmes procédures un siècle plus tôt. Il y a aussi le fait que les deux inculpés soient plutôt jeunes, qu'ils aient des profils assez atypiques pour des criminels, entre un jeune mutilé du travail, Luigi Mangione est plutôt quelqu'un de bonne éducation et de bonne famille, donc on a des profils un peu atypiques. Et puis la chose qui m'a vraiment marqué, c'est leur... alors, la lettre de revendication de Marcel Muller qui dit « Mon patron l'a voulu, il l'a mérité ». Et dans le pseudo-manifeste qu'on aurait retrouvé donc chez Mangione, il y a « Ces parasites l'ont bien mérité ». Et là, ces deux phrases, quand j'ai vu dans un article sur Mangione, là, j'ai tout de suite percuté, j'ai dit là, vraiment Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de points communs. Et alors, si on revient un peu sur le processus d'écriture, c'est très intéressant. Vous nous dites que le livre était quasiment fini, ou en tout cas en passe d'être fini. Comment est-ce qu'on procède d'un point de vue méthodologique? Est-ce qu'on revoit tout l'ouvrage? Est-ce que ça modifie toute l'architecture finalement? Non. Là, ça m'a surtout permis d'avoir une ouverture pour la conclusion qui résonne avec l'actualité, ce qui ne m'était jusqu'à présent jamais arrivé. Non, ça n'a pas du tout remis en cause l'affaire Muller. Ça lui a juste donné une ouverture sur une dimension plus actuelle, même si elle n'est pas française mais américaine. On en a tellement entendu parler en France que voilà, je me suis dit que ça pouvait être une sorte de sortie et d'ouverture sur le présent. Dans les deux cas, on a affaire à des figures qui s'attaquent à des représentants d'un système, on l'a bien vu. Est-ce que ces affaires, elles traduisent une forme de violence politique alors qu'elle n'est pas vraiment revendiquée comme telle? On a quand même l'impression que ça part d'une affaire très personnelle au début. Alors, c'est d'ailleurs ce qui différencie fondamentalement les deux affaires. C'est que Marcel Muller, lui, c'est initialement une vengeance personnelle. Il ne comprend pas, il n'accepte pas cette décision donc de lui retirer son demi-salaire. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il est aussi chargé de famille, enfin soutien de famille, c'est-à-dire que sa mère et sa sœur vivaient déjà sur ce demi-salaire et qu'à partir du moment où on lui coupe, c'est une condamnation à la mort sociale, c'est synonyme de mort sociale pour lui et sa famille. Donc c'est ça qui le met vraiment en colère au point d'aller jusqu'à tuer le chef du contentieux. Mais c'est vrai qu'initialement, il n'y a pas du tout une revendication politique derrière son geste. C'est juste une vengeance personnelle. C'est son procès qui va lui donner une dimension politique, puisque le mouvement ouvrier va alors déjà faire campagne, en quelque sorte, en sa faveur et pour dénoncer la loi de 1898 sur les accidents du travail et faire de ce procès un procès politique. Alors qu'effectivement, chez Luigi Mangione, la dimension politique paraît être, on va dire, à l'initiative, en tout cas la raison principale de son geste. Qu'est-ce qui est dénoncé dans cette loi de 1899 que vous évoquez? Alors, la loi de 1898, ce qui est dénoncé, c'est pas la loi en tant que telle sur le principe, c'est principalement les rentes qui sont attribuées. Son principal défaut en 1922, c'est que sa base de calcul s'appuie sur un salaire de référence, si je dis pas de bêtises, de 2400 francs annuels à l'époque. Or, entre la fin du 19e siècle
et 1922. Les salaires ont triplé. Juste pendant les 4 années de guerre, l'inflation variait entre 15 et presque 40% par année. Ce qui fait que, après la Première Guerre mondiale, les calculs des rentes sont absolument obsolètes pour les invalides du travail, mais demeure la règle. Et ce qui, effectivement, produit pour un ouvrier comme Marcel Muller de se retrouver avec une rente de l'équivalent de 150 € par mois, ce qui est évidemment absolument invivable. Et donc, ce sont les milieux ouvriers qui vont, en défense de Muller, se saisir de ce dossier. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que, au sein du mouvement ouvrier, est-ce que tout le monde était unifié autour de cette cause ou... Eh bien, paradoxalement, alors qu'on est en pleine période de scission, hein, il y a eu la scission en 1920 entre la SFIO, donc le Parti socialiste, et la SFIC, le tout nouveau Parti communiste. On a la même scission qui se produit un an plus tard entre la CGT et la CGTU. Donc on a un mouvement ouvrier qui est absolument divisé au sortir de la Première Guerre mondiale. Et pourtant, dans le cadre de l'affaire Muller, ils vont en quelque sorte collaborer, en particulier au moment du procès, où on a des hommes politiques, des avocats, qui sont des syndicalistes, des médecins du travail qui sont mobilisés pour témoigner à la fois en faveur de Marcel Muller, mais plus généralement pour dénoncer la loi de 1898. Et là, il y a une forme d'union sacrée retrouvée autour de cette affaire. Alors, cette union sacrée, elle va juste durer le temps de l'affaire. Hein. Les divisions vont reprendre derrière, mais là, à ce moment-là, on a une unité qui se reforme pour défendre Marcel Muller et dénoncer la loi de 1898. Alors, on va parler du rôle de la justice et de la presse. Si on commence par la justice, comment est-ce qu'elle a interprété l'affaire? Comment l'affaire a été traitée par la justice? Alors, elle se déroule en 2 étapes, hein, la procédure de justice, parce que donc, suite au crime, on a toute la période d'enquête et d'instruction qui se met en place. Et parallèlement à ça, on a une procédure devant le tribunal des conciliations pour casser ce qu'on appelle la consolidation, c'est-à-dire le passage du demi-salaire à la rente d'invalidité. Et elle est cassée 1 mois et demi plus tard après le meurtre. La consolidation est validée sur des critères économiques et non pas sur des critères médicaux. Et c'est au nom de ces critères économiques qui n'auraient pas dû rentrer en compte dans la consolidation que la consolidation est cassée et que le demi-salaire est remis en place. Alors, pas à Marcel Muller parce qu'il est en prison, mais il est redonné à sa mère, il est reversé à sa mère. Ensuite, la deuxième étape, c'est le procès en assises qui, encore une fois, va très rapidement basculer du procès d'assises au procès politique. Mais ça, c'est une volonté de la défense, qui est d'ailleurs pilotée par 2 avocats communistes, de faire du procès de Marcel Muller le procès de la loi de 1898 sur les accidents du travail. Et alors, cette décision qui est cassée relative à la pension, j'imagine qu'elle intervient avant le procès Muller. Oui. Est-ce que ça a une influence sur les débats et à quel point? Là, ça va rejoindre la question de la presse, c'est-à-dire que pendant toute l'instruction, les journaux, y compris ceux de la grande presse, vont suivre les différentes étapes de l'enquête policière, et il s'avère que tout au long de l'enquête, les informations sur Marcel Muller sont plutôt de bonnes informations, donnent plutôt une bonne image. Donc, du criminel, l'image en quelque sorte va être va se modifier. Le fait que la justice lui donne raison sur le côté du contentieux, là aussi va mettre en cause, va permettre de comprendre aussi pourquoi Marcel Muller a basculé dans le crime. Et tout ça va en quelque sorte transformer l'image du criminel, non pas pour en faire une victime, mais en tout cas qui va montrer que la situation est beaucoup plus complexe qu'elle n'avait pu paraître lors des premiers jours du fait divers. Et est-ce que ça va évoluer ensuite au fur et à mesure du procès, au moment de la décision? Alors, au moment du procès, toute la défense est axée sur la dénonciation de la loi de 1898, sur les pratiques des assurances privées.
Sur les pratiques également des employeurs. Et enfin, ça c'est évidemment la partie de la défense qui va s'appuyer. Et donc toute la défense est axée là-dessus, en essayant de disculper en quelque sorte Marcel Muller et de le faire passer pour une victime au même titre que sa propre victime. Et est-ce qu'il y aura des suites? Alors, on ne va pas tout dévoiler, évidemment, de l'ouvrage, mais en termes institutionnels, on peut penser à la loi, par exemple, ou alors à la perception de ces situations. Qu'est-ce qui change après l'affaire Muller? Ou alors, qu'est-ce qui ne change pas? Alors, la première chose qui change, et même avant même le procès, c'est la loi. La loi, elle est révisée en juillet, c'est-à-dire en plein milieu de l'instruction publique, enfin de l'instruction judiciaire, pardon, et clairement, c'est la pression médiatique et l'opinion publique qui accélèrent le processus en vue d'améliorer justement la rente, les rentes pour les invalides du travail. Ça, c'est la première conséquence, j'allais dire, immédiate. La deuxième, c'est que l'affaire Muller va devenir une référence pour toutes les organisations de défense des mutilés du travail durant quasiment tout l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une actualité autour des mutilés du travail ou que la loi est modifiée, elle le sera à plusieurs reprises durant l'entre-deux-guerres, on fait référence à l'affaire Muller en disant à chaque fois voilà, une nouvelle étape dans l'amélioration ou dans la couverture des mutilés du travail. Rappelez-vous, c'est l'affaire Muller qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, avait en quelque sorte éveiller la société sur la dure condition des mutilés du travail. Donc ça va vraiment devenir une figure des mutilés et d'une meilleure protection et d'une meilleure prise en compte de leurs conditions. À travers l'affaire Muller, on l'a bien vu, on interroge la question des accidents aussi du travail, sujet sur lequel la France affiche un triste record européen. Vous reviendrez peut-être dessus. Où est-ce qu'on en est en France concrètement en termes de sécurité au travail? Alors la sécurité au travail, elle en est... Disons que oui, déjà, on n'est pas bon du tout. Clairement, on est les champions d'Europe aussi bien en accidents du travail. Enfin non, on est deuxième en nombre d'accidents du travail, derrière l'Allemagne, mais l'Allemagne a beaucoup plus de travailleurs que nous. Et si on prend en termes de proportion, en Europe, les accidents du travail mortels, l'indice, il est de 1,6 par 100 000 travailleurs, en moyenne. La France, on est à 3,6, c'est-à-dire qu'on est à plus du double. Quand l'Allemagne est à 0,7. C'est-à-dire que l'Allemagne a 5 fois moins de morts au travail que la France. Les Pays-Bas, ils sont à 0,38, je crois, donc c'est quasiment 10 fois moins que nous. Donc la France, clairement, elle est pas du tout en tête en termes de protection et de santé au travail. C'est dû à la fois à une longue histoire, c'est-à-dire que la sécurité au travail, en tout cas en France, n'a jamais été une priorité, ni même pour les organisations syndicales. Les choses ont changé évidemment, mais si on prend l'histoire longue, les syndicats français n'ont jamais été à la pointe du combat sur la question de la protection des travailleurs. Ils étaient plus sur la question de la réparation, mais moins sur la prévention, en quelque sorte. Bon, je pourrais donner un exemple. En 1905, il y a un congrès des ouvriers du livre, donc on est au début du XXe siècle, et il y a un rapporteur qui vient à la tribune exposer un rapport sur la condition et sur l'hygiène au travail. Et il commence son intervention en disant il peut paraître un peu inapproprié de parler d'hygiène dans un congrès ouvrier. Alors qu'aujourd'hui, on trouverait ça absolument normal et voilà, que ça fait partie des conditions, du rôle des organisations syndicales. Là, on voit bien que, l'hygiène et la sécurité au travail, ça n'a jamais été une priorité. Les choses ont évidemment changé après 1945, après le scandale de l'amiante, etc. Mais il n'en demeure pas moins que les résultats parlent d'eux-mêmes, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La France est vraiment pas bonne sur ce sujet. On a toujours une dualité entre protection et production. On a des dynamiques qui s'opposent et la productivité a tendance plutôt à l'emporter sur la question de la sécurité.
Il faut dire aussi que c'est des frais en plus, c'est parfois de la productivité en moins, hein, toutes ces mesures de sécurité. Et puis il y a quelque chose qui est paradoxalement assez partagé aussi en France, aussi bien chez les employés que chez les employeurs, c'est le fait d'avoir en quelque sorte intégré ce qu'on appelle les risques du métier. Dire que voilà, le risque professionnel, l'accident, fait partie du métier. C'est quelque chose qui est malheureusement, je pense, un peu intégré dans les cultures et qui fait que oui, ça n'est pas forcément toujours la priorité, même si du côté syndical, hein, les choses ont changé et heureusement. Mais côté patronal, il y a aussi cette dimension-là entre protection, productivité et puis voilà, il n'existe pas de risque zéro au travail. Et donc oui, c'est vrai qu'il y a ce point de difficulté aussi qui fait que cette responsabilité, elle repose et sur les employeurs et sur les employés, mais que les employés aussi doivent se saisir de ce sujet et être sensibilisés finalement. Alors, les employés le sont de plus en plus, les syndicats le sont également aussi, mais il ne faut pas aussi oublier le rôle de l'État. Et en ce domaine, on ne peut pas dire que l'État soit, on va dire, un bon élève non plus, hein. La disparition des CHSCT depuis 2020 ne va pas dans le sens voilà, d'une priorisation de cette question-là. Si on regarde le nombre d'inspecteurs du travail et d'agents, de contrôleurs, d'inspecteurs et de contrôleurs du travail, on est à 1850, je pense, pour un peu plus de 28 millions de salariés, ce qui nous fait à peu près un inspecteur pour 15 000 travailleurs, ce qui est quand même relativement très très faible. Oui, il y a une sorte d'accumulation de facteurs qui font que les trois acteurs principaux ne mettent pas cette question de la sécurité au travail au même niveau de priorité. Et puis il y a aussi le traitement qui est fait au niveau des médias. Si on prend le nombre d'homicides, on est à peu près à 1200 homicides par an en France. On est à peu près au même taux de mort du travail entre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il est clair que le traitement médiatique entre la question de l'insécurité, de la délinquance, etc., et de la question d'homicide ne prend absolument pas la même place dans les médias que les accidents du travail, qui sont à 20 près aussi nombreux que celui des homicides. On espère en tout cas que cet épisode poussera les trois parties finalement à se saisir de cette question. Pour conclure, Morgan, est-ce que vous avez 3 ouvrages à nous conseiller pour prolonger cette réflexion ? Alors, j'en aurais même plus. Alors, on va, par ordre de priorité, les travaux de Catherine Omnes sur la santé au travail, alors, les mains inutiles, par exemple. Frassin et Reichmann sur l'empire du traumatisme et la condition de victime. Et puis quelque chose de plus récent justement sur, on va dire, sur le système social et de protection des travailleurs, l'ouvrage de Léo Rossel sur la sécurité sociale, une ambition perdue. Encore merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Eh ben, c'était avec plaisir. Donc, l'affaire Muller, politiser les corps brisés, c'est disponible aux éditions de l'Atelier. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Période d'essai.